Et bonsoir, nous sommes le 10 octobre, il est 19h à Paris, puisque comme d'habitude nous sommes à Paris. Cette semaine, j'ai adoré voir un peu de soleil, vous voyez, au milieu des gouttes, car il pleut curieusement sans discontinuer depuis des mois. Vous l'aurez noté, il pleut sur la France depuis au moins octobre dernier. Je détestais tout simplement cette semaine la passivité-agressivité, que ce comportement m'est exécrable. Les sourires sans les yeux, les remarques en demi-teinte, les gossips à peine voilés, les stratégies du sandwich pour enrober ce qu'on a à dire de désagréable, l'aigreur retenue, les émojis en fin de message. Pourrions-nous, s'il vous plaît, collectivement décider d'arrêter ces filtres qui sont pour moi et pour beaucoup bien plus violents qu'une voix qui s'élève au-dessus de l'agacement feutré ambiant. Dites les choses, arrêtez de tout rendre gênant. Cette semaine, j'ai découvert sans effroi comme ça tout de go, alors que ma vie se bouleversait encore sans que j'en en ai plus peur, juste en me disant que c'est joli d'accumuler tant de souvenirs, que le monde s'effondre tout le temps, partout, le monde s'effondre. Et quel jour ne le fait-il pas? Chaque nouvelle journée modifie un peu l'hier, et c'est comme ça. Cette semaine, enfin, j'ai écouté en boucle pour penser à avant qu'ailleurs le monde s'effondre de façon bien plus effroyable que le mien tranquille ici dans les capitales, des sons nostalgiacore. Alors, c'est un mouvement qui est très répandu sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux, mais que vous pouvez aussi retrouver en streaming sur les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube, SoundCloud, etc., qui nous ramène à une époque où les couleurs étaient laides, un peu criardes, je dois dire. Nos habits étranges et nos réseaux sociaux, pas plus qu'une vague idée du futur, un peu dystopique. Mais peut-être est-ce juste nos cerveaux qui réévaluent ce passé avec un joli filtre. Eh bien, cela fonctionne. Je ne sais pas trop si notre présent est le futur dont on rêvait. Avait-on trop fondé d'espoir? Pourquoi l'être humain fait-il ça, l'espoir? Pourquoi a-t-il besoin de ça? Comment le fait-il? Est-ce nécessaire? L'espoir est-il accessible à tout le monde? Faut-il continuer à croire? Ce soir, nous parlerons poétique, politique, spirituel, philosophique. Ce soir dans Tunnel, nous parlerons d'espoir avec mes invités, Annabelle, Mauvais Oeil, Harry Roselmack et Inès Seliki. Harry Roselmack, tu es une figure incontournable du journalisme français. Merci. Après tes passages sur Canal, tu deviens en 2006 présentateur de journal télévisé de 20h de TF1. Et tu présentes également depuis lors l'émission 7 à 8 sur la même chaîne. Hors des plateaux, tu t'essaies au cinéma en réalisant notamment le film Fracture en 2017, ainsi qu'à la littérature, par exemple Espérance banlieue en 2015 et Il n'est pas trop tard pour naître en 2023. Ton nouveau livre, Dieu, la source et l'univers philosophal, vient livrer ton éclairage personnel sur nombre de questionnements et notions sur la nature humaine. À quel moment de ta carrière as-tu le plus la sensation d'incarner un espoir? Aujourd'hui. À travers ce livre? À travers ce livre, notamment. J'ai bien aimé ton intro et je pense qu'effectivement, il y a deux façons de se faire du bien quand on estime, mais on en reparlera peut-être, c'est évidemment une illusion, mais quand on estime que le présent est trop lourd, il y a deux façons de faire. Soit on se projette vers le passé et on se fait du bien en se disant qu'avant c'était mieux, soit on se projette vers l'avenir en se disant que l'avenir sera meilleur. Et c'est un peu ce que je fais dans ce livre, qui est un essai métaphysique, et qui nous amène à des choses essentielles comme l'être, et qui nous amène aussi à la finalité de tout ce qu'on vit tous ensemble, la finalité de cet univers dans lequel on évolue, et qui est plutôt positif a priori. En tout cas, c'est la compréhension à laquelle m'amène ce raisonnement logique à partir de l'existant qu'est la métaphysique. Eh bien, ce livre, Harry Roselmack, Dieu, la source et l'univers philosophal, nous allons y revenir ce soir, ainsi que sur ton parcours à travers cette discussion sur l'espoir. Merci, Harry. À cette table, nous avons également Mauvais Oeil, en tout cas la moitié de Mauvais Oeil, représentée par Sarah, bonsoir, chanteuse, habituellement en binôme avec Alexis, musicien multitalent. Donc, c'est seul en plateau ce soir, mis à part pour le live final que tu vas représenter, le binôme, qui, mêlant la langueur de ta voix aux instruments multiples, dont certains nord-africains, joués par Alexis, nous distille des sons aux influences multiples, chantant en français et en arabe l'identité, l'exil, l'amour, entre autres thèmes.
Après plusieurs EP, Nuit de velours et Mektoub, des reprises très remarquées, notamment sur les réseaux sociaux, La Bohème d'Aznavour pour ne citer qu'elle, vous revenez fin juin avec un EP, Première Escale, et un nouveau titre, Malena, fin septembre, donc il y a quelques semaines, que nous aurons la chance d'entendre en fin d'émission. Sarah, le nom de ce groupe avec Alexis, Mauvais Œil, c'est pour conjurer justement le mauvais sort, le désespoir ? Exactement. En fait, c'était une manière, surtout pour moi, parce que voilà, dans ma culture, le mauvais œil il est très présent. Mais c'était une manière de conjurer le sort, parce que voilà, on a parfois tendance à penser qu'on est assigné à une place, qu'on ne pourra pas dépasser certaines limites qu'on s'impose ou qu'on nous impose. Et voilà, c'était une manière de mettre un coup de pied là-dedans. Merci beaucoup, Sarah, pour ta venue. Et également, Sarah de Mauvais Œil. À mes côtés également, Inès Sediki, activiste. Tu es la fondatrice de l'association Get Up, une structure dédiée à l'épanouissement de la jeunesse des quartiers populaires, à sa représentation, avec l'objectif de pallier au manque de représentation et d'opportunités offertes à cette jeunesse, pour lui donner enfin le pouvoir d'agir et d'être à la place qu'elle mérite. Tu en es donc une porte-parole de cette jeunesse, une porte-parole brillante à travers des projets structurés, comme récemment Nodaron.nes, donc Nodaron, Nodaron. Est-ce que tu peux nous en parler ? Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Je dirais pas que je suis une porte-parole de la jeunesse des quartiers populaires, parce qu'elle est multiple, elle est diverse, et c'est impossible de dire la jeunesse des quartiers populaires déjà, c'est les jeunesses. Et avec Get Up, effectivement, notre objectif là depuis 7 ans, c'est d'essayer de faire en sorte que cette jeunesse, elle puisse prendre sa place dans la société, sa place dans le récit national, sa place dans les grands combats de société. Et ça, c'est développer le pouvoir d'agir, mais c'est aussi déconstruire au début toutes les barrières limitantes qu'on peut verrouiller un peu dans sa tête en grandissant avec la télévision française, à part Harry Roselmack, évidemment. Mais voilà, déconstruire tout ça, déconstruire le racisme intériorisé, etc. Et avec la web-série Nodaron, Nodaron qu'on a créée il y a 3 ans maintenant, ce qu'on voulait faire, c'était permettre à toute cette jeunesse héritière de l'immigration de trouver sa place dans la photo de famille française. Et ça, on peut le faire que si on réhabilite nos parents qui sont immigrés, qui sont venus en France et qui ont apporté énormément à ce pays, culturellement, économiquement, politiquement, sur tous les plans. Et en permettant de raconter l'histoire de nos darons, nos daronnes, face caméra, on les entend jamais. L'idée, c'était de leur donner un peu cette place et de leur permettre de raconter leurs histoires, leurs rêves, leurs souffrances, leurs sacrifices, leurs rêves pour nous aussi. On a voulu les remettre dans cette histoire de notre pays et en être aussi héritiers pour mieux trouver notre place. C'était une belle aventure et les vidéos continuent de tourner et elles sont aujourd'hui des ateliers éducatifs qu'on projette dans les écoles et qui sont des outils pour discuter justement d'identité, d'immigration, de vivre ensemble, d'histoire. Voilà. Inès, il y a eu un sondage récent. Est-ce que tu veux nous en parler ? Fait par Get Up. Exactement. Oui, on a fait une enquête cette année parce qu'en fait, ça fait 7 ans qu'on travaille avec des jeunes des quartiers populaires. On touche à peu près 1000 jeunes par an sur nos différents programmes et on a commencé à faire du plaidoyer il y a quelques années. Et donc, quand on va voir les décideurs, les politiques, les DRH, etc., on avance avec... il faut avancer avec des chiffres. Et les chiffres qu'on avait à disposition aujourd'hui, c'était les chiffres de la radicalisation, de la délinquance, de l'échec scolaire, de tout ce que tu veux. Tout ça, c'est très bien documenté. Mais ce qu'on voyait comme dynamique, comme potentiel chez les jeunes, on n'avait pas de moyen de le prouver. Donc, on a fait les fonds de tiroir, on a essayé de lever un peu d'argent. Et on a fait une grande enquête avec Ipsos auprès de 1000 jeunes de quartiers populaires à travers la France pour leur demander ce qui les animait, est-ce qu'ils étaient engagés ou pas, c'était quoi leur rapport à la politique, quelles étaient leurs préoccupations, mais aussi des sujets autour de ce que c'est que de vivre aujourd'hui en tant que jeune issu de l'immigration en France. Et pour n'en citer qu'un de chiffres, justement, parce qu'on parlait de tout ce qui est intériorisé, il y a celui sur les médias, où on a 8 jeunes sur 10 qui ont répondu à cette enquête, qui ont dit qu'ils se sentaient mal représentés dans les médias, ou que les médias leur créaient une image négative, en gros, et que ça les affectait psychologiquement. Il y a même des jeunes, du coup, dans les entretiens un peu en one-to-one, qui parlaient d'une forme de harcèlement aussi. Et il y en a beaucoup, et je pense que c'est aussi un des messages que je veux faire passer aujourd'hui, qui se sentaient d'une certaine manière trahis par ce pays. Et ce que je voulais dire, du coup, ce qui est important, ce qui ressort de cette enquête, vraiment, c'est qu'en fait, tous ces jeunes-là, ils ont juste envie de vivre dignement dans leur pays.
et que toute la colère qu'ils expriment sur des sujets comme par exemple les violences policières, en fait, c'est pas un rejet de la France, c'est au contraire l'amour de la France. On n'est pas blessé par quelqu'un si on ne l'aime pas. Et en fait, c'est vraiment ce sentiment de trahison. Et moi, je le résume à cette phrase qui est que en fait, la promesse républicaine qu'on a appris à l'école, qu'on est tous français, que chacun doit avoir sa chance dans ce pays, nous, on y a vraiment cru. Et donc, on est une génération où on est arrivé à un moment donné et on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Et c'est ce sentiment de trahison qui crée beaucoup de colère et qui est en fait juste de l'amour et de la volonté de faire partie, comme tout le monde, de ce pays. Merci Inès. J'ai raconté toute ma vie. Non, mais justement, il va y avoir d'autant plus de choses à raconter sur l'histoire au cours de ces 2 heures de tunnel. Merci pour ta venue. Et enfin, pour clôturer ce plateau, Annabelle, tu es chanteuse et autrice-compositrice. Si tu démarres à la télévision via Nouvelle Star puis The Voice, c'est en studio et sur scène que tu t'épanouis. Après une expérience de groupe et des collaborations avec de nombreux artistes, donc parmi lesquels Aya Nakamura, Matt Pokora, Attic, et l'engouement autour de plusieurs de tes titres, comme on pourrait citer Faux Semblant en 2021 ou Lampadaire en 2023. Tu pourras nous dire plus tard dans l'émission lesquels étaient tes préférés, parce que je sais que les artistes ont toujours un peu leurs préférés dans leur discographie. Tu vas sortir le 8 novembre ton premier EP solo qui s'appelle Tout passe. L'opportunité enfin de t'exprimer toi seul et en ton nom. Un projet gorgé d'espoir, du tien, qui a eu raison d'être, et de celui que tu veux donner peut-être aux gens qui t'écoutent. Je veux donner que ça, donc déjà merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec vous et de découvrir vos univers. Et oui, via mon projet qui est rempli d'espoir, j'ai envie de faire passer des messages très authentiques et très réels surtout. C'est important. Et voilà, t'as tellement bien décrit, t'as fait la bonne introduction, donc mais surtout, là où tu vas, je pense, le mieux introduire c'est peut-être en chantant. Ce projet et cette émission, avant de commencer donc cette grande discussion sur l'espoir. Annabelle, tu vas nous chanter quelque chose. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Je vais vous chanter un titre que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Monstre, qui est un témoignage assez poignant, et je vous laisse le découvrir du coup. Eh bien, Annabelle, on t'écoute. C'est Monstre sur Move. J'ai vu ton numéro qui m'appelait dans la nuit, sans que tu me dises un mot. J'avais déjà compris, tu es venu chez moi. Il t'avait pas raté, j'ai soigné ton visage, je t'ai raccommodé, je t'ai pris dans les bras, on a pleuré à deux, on a parlé tout bas, pour pas parler de ceux qui te regardent mal, qui te regardent en coin, quand c'est la main d'un homme que tu tiens dans ta main. Combien de fois encore ta jolie gueule cassée, combien de fois encore je nettoie tes plaies, combien de fois c'est dans mes bras, te dire que le monstre c'est pas toi, te dire que le monstre c'est pas toi. Faudrait baisser les yeux, faudrait pas faire de vagues, et les cœurs amoureux, faudrait les mettre en cage, faudrait rester chez soi et cacher ses romances. Oui monsieur, oui madame, faudrait pas vous offenser. T'as rien fait de mal, t'as juste répondu. T'es pas bizarre, non t'es pas tordu. Qu'ils aillent au diable si ça les gêne. C'est eux les monstres, c'est eux la haine. Combien de fois encore ta jolie gueule cassée, combien de fois encore je nettoie tes plaies, combien de fois t'essaies dans mes bras, te dire que le monstre c'est pas toi. Combien de fois encore ta jolie gueule cassée, combien de fois encore je nettoie tes plaies, combien de fois t'es serré dans mes bras, te dire que le monstre c'est pas toi. Les monstres on les connaît, ils ont peur de ce qui est pas comme eux, comme ils comprennent pas, ils cognent, y a pas d'amour dans leurs yeux. Allez viens, on s'évade loin, quelque part où c'est plus beau, où y a pas de mauvais laveux, où y a pas de mauvais rôle. Un jour viendra, tu verras, on dira à tous les petits que les monstres n'existent pas, que les monstres c'est fini, que tout ça c'est dans la tête. Ce jour viendra peut-être où je ne soignerai plus tes plaies.
toi. Te dire que le monde c'est pas toi. C'était magnifique, franchement. Merci beaucoup. C'était Annabelle, monstre dans Tunnel. Jusqu'à 21h. Tunnel. Eh bien, écoutez, avec cette bien belle chanson pleine de rage et de beauté aussi, nous allons pouvoir débuter cette conversation sur l'espoir de changer les choses, l'espoir tout court. Mais tout d'abord, cette première question que j'aimerais vous poser, Harry, Inès, Sarah et Annabelle, d'où, selon vous, jaillit l'espoir ? C'est toujours des questions en philo, en terminale, on vous aurait dit vous avez 4 heures. Là, vous en avez que 2. Moi, j'ai envie de dire de l'amour. La base. La base. Et je pense que bien des violences comme celles que tu viens de décrire dans ta chanson viennent de la peur et que bien des espoirs viennent de l'amour parce que je pense que c'est la principale force de création dans l'univers et dans l'humanité. Donc l'amour comme force créatrice avant tout des choses et notamment de l'espoir. Je suis d'accord. C'est quand on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'amour ni pour sa vie, ni pour les autres, ni pour. Mais c'est vrai que moi, ma première réponse ça aurait été mais du chaos ou de la douleur, de la peine. Il n'y a pas d'espoir quand on n'a pas envie de quelque chose de mieux. Quand on est heureux, on n'a pas besoin d'espoir. Si ce n'est que ça dure. Si ce n'est que ça dure, exactement. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans le fait que la vie, elle est parfois faite de souffrances, de difficultés, etc. Et que après les difficultés, il y a toujours, on l'espère, du coup, une belle issue, quoi. Et donc, l'espoir, il n'existe pas s'il n'y a pas de souffrance. Mais donc, l'espoir, du coup, comme façon de supporter ce qui est douloureux ou comme une espèce de rebond logique, en fait, après des épreuves? L'espoir comme façon de supporter ce qui est douloureux, mais surtout l'espoir comme, j'ai envie de dire, un cadeau de la difficulté, quoi. Donc... Est-ce que vous partagez les deux musiciennes à ma gauche? Moi, je partage clairement ce que tu dis, dans le sens où... après, je prends mon exemple, mais c'est vrai que moi, je mets beaucoup d'espoir dans chaque sujet et je vois toujours une finalité positive malgré ce que je vis de négatif. Donc, je pense que l'espoir, c'est au quotidien dans tout. On est obligé d'en mettre déjà pour rester vivant, je pense, avec tout ce qui se passe. Et, voilà, mais c'est vrai que ça doit être nourri tous les jours par des petites choses. Et on en parlait tout à l'heure avec mon manager. Je disais même de croiser quelqu'un qui sourit, ça donne de l'espoir. Donc, je trouvais ça cool d'en mettre dans tout, en fait. C'est notre mindset, je pense, qui nous donne de l'espoir. Pour moi, et c'est intéressant, je rebondis, l'espoir, moi, il me vient plus des autres. L'espoir, il vient plus de situations que je vais regarder et qui vont correspondre à une envie. Parce que moi, ce qui me guide, c'est pas tant l'espoir, c'est l'envie, en fait. Ouais, l'envie. Moi, je suis guidé par l'envie et l'espoir, il naît quand je vois que il y a des situations, des comportements, des personnes, des choses, la nature elle-même, qui correspond à ceux dont j'ai envie. Mais pour moi, l'espoir, c'est pas tellement un moteur, en vrai. Mais justement, Harry, dans ton livre Dieu, la source et l'univers philosophal, tu décris en fait cette volonté d'expliquer toutes ces notions inhérentes à l'être humain comme une mission. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que tu le dis justement qu'à l'observation des autres, il y a un espoir et une envie de faire avancer les choses qui naissent. Tu peux nous en parler? Mais c'est vrai que les principes, c'est important parce que ce qui fait le monde dans lequel on est, ce sont nos actions collectives et nos actions. La plupart du temps, elles viennent de nos pensées. Et donc, le cadre dans lequel on pense, c'est quelque chose d'important. Et redéfinir ce cadre, je trouve que c'est essentiel et ça peut être effectivement une mission de vie parce que moi, ce cadre, je le définis en fonction d'un travail d'analyse du réel et de l'histoire du réel sans se mettre de limites. Et donc, en allant jusqu'à l'univers, en se posant la question de savoir si ce processus qui, depuis 13,8 milliards d'années, organise son information dans un sens
pour créer des systèmes complexes, de plus en plus complexes, jusqu'à l'être humain que nous sommes, parce que le système informationnel le plus complexe qu'on connaisse, c'est le cerveau humain. Donc on est un peu en bout de chaîne. Alors peut-être qu'ailleurs dans l'univers, il y a des choses encore plus complexes que le cerveau humain, mais en tout cas, nous, de ce que l'on connaît, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Eh bien, est-ce que tout ça a un sens, dans le sens de direction, mais aussi dans le sens de signification? Et c'est vrai que les principes, c'est peut-être aussi un peu le problème de notre pays. Alors moi j'ai dit que je parlais pas trop de politique, mais quand même, je veux réagir à ce que tu disais tout à l'heure. Il est 19h23. au bout de 15 minutes, il lâche l'affaire et il fait déjà l'inverse de ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que quand on est dans un collectif qui affiche des principes qui sont des principes vertueux et qui sont des principes qui sont assez élevés, et que ces principes ne sont pas suivis des faits, c'est vrai que ça crée de la frustration, c'est vrai que ça crée de la colère. Néanmoins, moi je pense que les principes sont quand même importants parce que ça nous donne justement, de l'espoir et un sens dans lequel on doit évoluer ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que ça me semble pour moi une mission de vie que d'aller chercher du sens dans l'univers et de partager avec les autres le fait que l'univers qui nous a créés, il évolue avec des principes directeurs. Un de ces principes, c'est l'harmonie, par exemple. Et que ce principe-là, puisqu'il a guidé ce qui crée la nature, et on peut convenir que la nature, c'est quand même beau et que ça fonctionne. En tout cas, c'est une méthode qui fonctionne. Peut-être que nous, qui sommes des systèmes dans la nature, qui, parce qu'on est dotés d'intelligence, on est plus libre de choisir que d'autres systèmes informationnels qui sont dans la nature, eh bien, on devrait quand même comprendre que cette notion d'harmonie, il faudrait qu'on la mette au cœur de notre façon de fonctionner et que tout irait beaucoup mieux. Est-ce que vous avez été élevé avec une culture de l'espoir dans vos différentes cultures familiales, si vous êtes issu de cultures multiples, ou plutôt dans un pessimisme relatif où il fallait pas trop espérer de la vie pour ne pas être déçu? C'était la question la plus longue et tentaculaire du monde. J'espère qu'elle a été claire. Moi, je crois que ma mère m'a beaucoup transmis cet espoir. En fait, elle a eu une vie pas très facile et elle se relevait tout le temps. Enfin, même enfant, ça me surprenait énormément de la voir tout le temps comme ça, tout sourire, hyper présente. Enfin voilà. Et c'est elle qui m'a appris à regarder toujours de l'avant, à ne jamais me limiter. Mais bon, c'était pas toujours évident parce qu'on a toujours des travers et voilà. Mais en regardant cette femme super forte vivre, ça m'a toujours inspirée et toutes les femmes de ma famille d'ailleurs. Une forme de résilience en fait. Exactement. Tu l'attribues à quoi? Eh ben, j'arrive pas. Je lui pose tout le temps la question. Je ne comprends pas d'où ça vient. Ça peut être une nature après. Ouais, je pense. Et puis elle me dit souvent que c'est nous, enfin c'est ses enfants qui lui ont donné cet espoir-là et cette envie de toujours aller plus loin. Donc voilà, peut-être que la jeunesse, l'innocence, ça donne de l'espoir aussi. Puis ça rejoint à nouveau cette idée finalement de l'espoir par l'amour, par les autres. Exactement. Autour de la table, dans quel rapport justement à l'espoir vous avez été élevé? Enfin, qu'est-ce qui vous a guidé en grandissant? Moi, Harry, il a dit l'amour, il a pris la réponse, je pense, que tout le monde voulait dire, mais c'est vrai qu'on est vachement guidé déjà par nos familles, bien sûr, avec l'amour. Et quand tu parles des mamans, en tout cas, c'est totalement ça. Moi, je regarde ma mère, je vois sa vie quand elle a quitté son île très jeune pour créer tout ce qu'elle a créé derrière. Bien sûr que avec ses actions, quand j'y repense, ça me donne de l'espoir pour plein de choses et du fait qu'elle ait accepté déjà que je fasse de la musique. Donc il y a plein de choses qui, bien sûr, j'ai été élevée dans ça. Ouais, ça fait partie de moi, de nous. En plus, ce qui est assez fort, c'est que le fait de tirer de l'espoir du parcours, en l'occurrence de ta mère, c'est aussi comme tirer des leçons de la vie de quelqu'un d'autre en fait à l'observation. Mais totalement, et ça donne une force. Ça donne une force pour tout faire en fait. Tout est possible, c'est le champ des possibles. Et au cours de vos vies justement, est-ce que votre rapport à l'espoir a évolué? Est-ce que vous êtes devenu de plus en plus blasé, résigné, voilà, rien ne peut changer, etc. Ou justement, est-ce que vous espérez de plus en plus? Oui, moi j'espère de plus en plus. Si je l'espérais pas, j'aurais pas écrit ce genre de bouquin. C'est vrai que moi, l'espoir, j'y suis confronté depuis, et très souvent, je ne veux pas dire quotidiennement, mais très régulièrement, dans les rencontres que je fais, depuis le jour de juillet 2006, où j'ai présenté le journal de 20h sur TF1, je rencontre plein de gens
qui me disent ce jour-là, et d'ailleurs il y a plein de gens qui ont vécu ce moment-là plus intensément que moi-même, ça c'est évident. Tu réalisais toi sur le moment ce qui se passait ? J'en avais conscience mais je m'en chargeais pas. J'avais déjà assez d'enjeux comme ça pour me charger en plus d'une espèce de symbole très fort et très lourd qui aurait pu être paralysant d'ailleurs. Donc non, je me suis pas chargé de ça, mais depuis tous les jours, ou presque, je rencontre des gens qui m'ont dit que, et pas simplement des gens qui sont devenus journalistes, il y a des gens qui sont devenus journalistes et qui m'ont dit j'ai osé, entre guillemets, embrasser cette vocation parce que je t'ai vu un jour au JT, mais il y a des gens qui ont fait d'autres carrières et qui m'ont dit que j'ai débloqué très involontairement et indirectement. Moi j'ai juste fait mon taf. Mais en le faisant, et avec l'écho que ça a eu, ça a débloqué chez beaucoup de gens. Donc oui, c'est le fait d'incarner quelque chose de nouveau, ça donne de l'espoir à plein de gens. Donc oui, c'est important, évidemment. Ouais. Est-ce que de la même manière que tu as pu être ce qu'on appelle un rôle modèle pour plein de jeunes, pour plein de gens, il y a eu des personnes qui, plus jeunes, dans le moment où tu te construisais, t'ont inspiré aussi et poussé de l'avant et t'ont fait comprendre que tout était possible et atteignable? Mes parents, on va y revenir. C'est vrai que moi, je dis toujours, les gens dont... Je suis pas tellement fan, enfin, dans l'attitude, j'admire tout le monde et personne en particulier, en fait. Peut-être que je dissémine mon admiration dans tous les gens que je rencontre parce que toute personne, ou presque, enfin, en tout cas, la plupart des gens ont des choses admirables à admirer chez elles. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis devenu journaliste, parce que je pense que dans chaque paysage et monde intérieur que sont les gens, qu'est l'autre, il y a des choses à admirer, à mettre en avant, à valoriser, à essayer de comprendre. Et cette curiosité-là, elle m'a amené vers ce métier. Mais vraiment, moi, les gens dont je suis fan sur cette planète, c'est ceux qui m'ont élevé. Peut-être parce que c'était compliqué. Non, pas tant que ça. Mais justement, le fait d'obtenir cette place aux 20h, d'être finalement chez les Français tous les soirs, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais il y a quelques années, c'était 8 millions de téléspectateurs, le JT-TF1, donc c'est quand même assez colossal. C'est finalement la quintessence de la notoriété. Et on sait que les gens ont tendance à admirer les gens célèbres, parfois juste parce qu'ils sont célèbres. Est-ce que ça a fait évoluer, toi, ton rapport justement à l'admiration de gens que tu ne connais pas directement, cette célébrité colossale? Ouais. Moi, j'ai jamais été attiré par les gens célèbres, ni attiré par la célébrité en tant que telle. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi en 2011 j'ai décidé d'arrêter de présenter le JT, parce que j'avais envie d'autres choses, j'avais envie d'autres rencontres, j'avais un équilibre aussi à préserver dans ma vie perso. Et moi, arrêter le JT, ça n'a pas été quelque chose de compliqué, en vrai. Et il y a plein de gens qui n'ont pas compris et qui me l'ont même parfois reproché, parce que ce symbole que j'étais devait me rendre un peu prisonnier d'un rôle dont je ne pourrais sortir. Et moi, j'ai toujours fait mes choix en fonction de mes envies, de mes priorités, de ce que je savais vouloir apporter. Et le fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans ce livre, j'identifie ma vraie mission de vie profonde comme ce que je fais aujourd'hui, parmi d'autres. Je fais pas mal de choses, mais d'écrire ce genre de livre, d'essayer de comprendre l'existence et de dire aux gens que l'existence, elle est pleine de promesses de bonheur, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut permettre d'arriver au bonheur, en vérité. La politique, c'est juste pour gérer les interactions, mais la politique ne promet pas le bonheur. La religion, ça promet un bonheur, mais ultérieur. La seule chose qui, à mon avis, peut promettre un bonheur, et demain, si on le souhaite, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la guidance spirituelle ou la métaphysique. C'est plein de promesses de bonheur, mais pas dans une autre vie, dans cette vie-là. Inès, à quoi ça sert justement d'avoir des symboles pour les gens ? Je pense notamment aux jeunes avec qui tu peux travailler, à qui on laisse penser que finalement il n'y a pas forcément d'espoir, parce qu'en tout cas dans les médias, justement, t'en parlais, pas dans tous les médias, ils sont décrits comme désespérés, etc. Et c'est toujours, tout est toujours anglais sur quelque chose de très négatif. À quoi servent justement les symboles? Et quels sont les symboles actuellement aussi qui donnent de l'espoir? Ouais, toi, tu poses des questions compliquées. C'est pour que tu répondes à brûle pour point et sortir des interviews habituelles. C'est des questions philosophiques qui sont très très importantes.
Les symboles, c'est important parce que ça ouvre la voie, ça ouvre le champ des possibles, les horizons. C'est quelque chose qui fait appel à quelque chose qui n'est pas rationnel, en fait. Parce qu'on peut dire à un jeune toute la journée... vas-y, essaye, donne-toi à fond, peut-être que tu vas y arriver, ou tu peux lui dire qu'il y a Risa Roselma qui a animé le JT pendant des années et que c'est possible, quoi. Et puis les symboles, c'est aussi, je pense, quelque chose de l'ordre, je sais pas, du cadre, de ce à quoi on croit, de matérialiser des valeurs, des valeurs de notre société aussi. Et c'est pour ça qu'il faut que ces symboles de la société aujourd'hui représentent tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y avait toutes ces conversations et ces polémiques autour des statues, de certains noms de rues. Ces symboles, ils veulent dire quelque chose et il faut qu'ils parlent à tout le monde. Et donc, ça se renouvelle, un symbole. C'est pas figé dans le temps. Et puis, pour ce qui concerne les jeunes d'aujourd'hui, chacun aussi a son symbole. Il y en a pour qui Kylian Mbappé, c'est le symbole ultime de la réussite. Il y en a d'autres pour qui c'est d'autres personnes. Et c'est chacun aussi ce qu'il projette sur ce qu'il a envie de faire de sa vie, où il a envie d'être. Et c'est à la fois extrêmement collectif, un symbole, et aussi totalement personnel. Et voilà, et donc je pense que tout le monde a le droit de pouvoir contribuer aujourd'hui, dire ce qui est un symbole de la France. Et c'est pour ça que c'était super intéressant la cérémonie d'ouverture des JO. C'est que c'était, pour moi, pour le coup, un symbole de... Tout pour justifier Céline, là. C'était un symbole de l'importance des symboles. Voilà, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais cette cérémonie d'ouverture était en complet décalage avec la réalité de la France à ce moment-là. Et il y a beaucoup de gens qui étaient anti-JO pendant longtemps, à cause de la caste sociale, à cause de qui on invite aux cérémonies d'ouverture des JO, à cause des étudiants qu'on déplace, à cause de toutes ces questions-là, mais qui ont apprécié la cérémonie d'ouverture des JO parce c'est comme si c'était un récit national différent, où je pense qu'il y a très peu de gens qui se sont pas reconnus à un moment donné de cette cérémonie. Et ce que j'ai dit à l'issue de cette cérémonie, c'est que ce serait bien qu'on fasse de cette cérémonie d'ouverture un véritable projet politique. Parce qu'entre Rimka, Aya qui danse avec la garde nationale, toutes les orientations sexuelles, tous les symboles historiques, Gisèle Halimi, etc. Mais ça existe dans l'art, dans la culture. Il faut que ça existe aussi politiquement, dans un vrai programme pour tous les Français, quoi. Et désolée, on parle de politique, Harry, je suis désolée. Il a commencé à 19h23 dans le texte. Inès, par rapport à tout le travail que tu mènes avec Get Up, une question me vient quand même par rapport justement à ces symboles. Ces symboles permettent un peu de dire quand on veut, on peut. Mais on sait qu'au niveau, du paysage politique, en tout cas qu'on a actuellement, qui est quand même très Startup Nation, il y a un mythe méritocratique qui laisserait à penser qu'il y a une égalité des chances. Est-ce que l'espoir de réussir, c'est pas actuellement quand même un privilège ? Oui, c'est évidemment un privilège, mais c'est pas... Moi, le problème que j'ai avec le mot égalité des chances, c'est qu'on en parle comme si elle existait. Si c'était un horizon politique auquel on travaille, etc., j'ai pas de problème avec ce mot, mais aujourd'hui, actuellement, c'est comme si parler d'égalité des chances, ça permettait de parler de méritocratie. Et on n'y est pas encore. Aujourd'hui, c'est pas suffisant de travailler dans notre pays. C'est pas suffisant d'avoir envie. On est le produit d'où on grandit, des parents qui peuvent nous accompagner ou pas. On est le produit de la richesse ou pas de l'école dans laquelle on est allé, dans notre quartier. Et c'est pas possible aujourd'hui de dire que peu importe que cette promesse républicaine dont on parle, elle est réelle, peu importe où on grandit en France, on a les mêmes chances. Mais c'est pas pour autant que quand je me présente devant des jeunes dans un collège, je vais leur dire il n'y a pas d'égalité républicaine. Il faut quand même leur donner envie de déconstruire tout ça et de se dire que même si ça va être dur, parce qu'il faut quand même leur dire que ça va être dur, bah c'est quand même possible. Et que s'ils le font, ils le font pour eux, ils le font pour leurs parents, mais ils le font aussi pour leurs petits frères, leurs petites sœurs, ceux qui arrivent après, parce qu'ils tracent des chemins, ils ouvrent des portes. Et ça, je pense que c'est important de
voilà, de leur dire ça pour leur donner la force de surmonter les obstacles qui vont arriver après. De toute façon, l'égalité, c'est un mythe. Même dans la nature, l'égalité, elle n'existe pas. On peut dire que l'ambition de la République, c'est de réduire les inégalités, de faire en sorte qu'elles soient pas des inégalités de nature. C'est-à-dire qu'il y a quand même des institutions comme l'école qui arrivent quand même un peu à réduire les inégalités, mais l'égalité, c'est un mythe. Enfin, je pense qu'il ne faut pas trop croire à ça en tant que résultat final. C'est une ambition, un objectif, mais pas un résultat final. Ce qu'on se disait tout à l'heure, moi, il y a un film qui a cartonné et qui, moi, justement, me fait écho un petit peu à ce qu'on se dit là. C'est le film d'un type que je connaissais pas, qui s'appelle Inox Tag. J'ai découvert, parce que c'est mon fils qui m'en a parlé, j'ai découvert ce film il y a 10 jours à peine. Et ce film, il est incroyable parce que justement, c'est l'histoire d'un garçon qui avait jamais fait d'alpinisme et qui se dit, dans un an, je vais monter en haut de l'Everest, et qui le fait. Et c'est incroyable. Et je trouve et je pense que si ce film marche, c'est parce que justement, il incarne le champ des possibles, et il incarne l'espoir et le fait que quand on veut vraiment quelque chose et qu'on se donne les moyens, évidemment, on peut y arriver. On continue du coup cette discussion sur l'espoir, où évidemment on fait nombre de digressions, mais c'est le but aussi de cette émission, sinon elle ne s'appellerait pas Tunnel, mais interview classique et chiante. Est-ce que vous pensez que l'espoir est quelque chose de toujours positif ? Ou est-ce que ça peut être une dangereuse illusion parfois ? Je pense à cette question parce que dans le studio se trouve mon ancienne colocataire, avec qui plus jeune nous avions tendance à nous pousser l'une l'autre dans des histoires, ma foi, un peu foireuses parfois, en se disant mais si, il faut y croire, c'est sûr qu'il t'aime. Non, il ne t'aime pas. Si on pouvait se parler il y a quelques années, non, il ne nous aimait pas. Voilà, mais on y était. Est-ce qu'il faut faire ça avec ses amis ? Moi, je crois que de toute façon, même si on a de faux espoirs, on a toujours des leçons à tirer d'échecs ou quoi que ce soit. Donc, en fait, je pense que c'est toujours positif. Même dans le négatif, il y a du positif. Donc, oui, je pense que oui, il faut entraîner ses amis à un petit peu aller droit dans le mur de temps en temps. On n'a pas le choix, pour créer nos expériences, pour savoir qui on est vraiment. On n'a pas le choix même si c'est des faux espoirs et ça reste notre perception. On n'a pas le choix de s'en créer des faux. Ça crée des anecdotes en plus. Et ça crée des chansons. Et c'est vraiment une question de perception en fait et de manière de voir les choses, quoi. Donc, Puis je pensais aussi à la notion de joie anticipée. Typiquement, imagine, je vous dis, ok, fin novembre, pour vous remercier de cette formidable émission, je vous emmène tous en week-end dans un endroit de fou et tout, et je vous en parle tous les jours. Ça va vous rendre un petit peu heureux tous les jours quand même, parce qu'on va en parler et tout. Et au final, même si le week-end ne se fait pas, tous les jours, ça vous aura quand même procuré du bonheur qu'on ne pourra pas vous enlever, même si le week-end est annulé. Tu as tout à fait raison. Et de la même façon, espérer de fou un truc. Parce que moi, je veux bien les choses qui nous arrivent par surprise et qui sont super chouettes. Mais est-ce que la dose de bonheur quand un truc nous arrive par surprise et qu'on ne le réalise pas vraiment est aussi grosse que celle d'un truc qu'on a full espéré mais qui n'est pas arrivé? J'adore la question. Intéressante cette question. Moi, j'ai l'impression de vivre ma vie comme ça, tout le temps. De rêver en fait et peut-être que finalement j'arrive jamais au point culminant de mon rêve mais rien que le chemin ça t'a mené quoi à ça. Le chemin est agréable en fait, donc oui. Donc la notion de joie anticipée, espoir anticipé, tout ça. Parce qu'il y a des gens, au contraire, j'en parlais hier avec un proche que je ne citerai pas, mais il est très pessimiste. Il me dit toujours, non, mais de toute façon, moi je préfère ne jamais trop espérer, comme ça au moins je suis pas déçue. Ah ok, bon. Ouais, mais je comprends aussi. Je comprends, c'est pour pas justement en tomber, et parce que les gens connaissent leur capacité des fois peut-être à sombrer. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que les gens sont un peu pessimistes. Enfin, c'est pour pas rêver trop grand parce que la déception serait grande. Donc toi, ça t'arrive même par exemple au niveau artistique. Bah tiens, c'est un très bon exemple. T'as quand même fait Non mais c'est vrai. T'as fait des émissions qui vous propulsent super haut d'un coup. Justement, qui vous mettent... ça reste... En fait, c'est la télé, c'est le grand public, etc. Il y a forcément des rêves quand on arrive comme ça sur ces gros plateaux. Comment ça se passe ? Le rêve, c'est je pense qu'on y va tous pour déjà se faire connaître, c'est le but premier. Mais quand on est lancé dans une compétition, on a envie déjà de se découvrir et de aussi...
sortir de sa zone de confort. Moi, j'avais envie d'apprendre beaucoup. Mon but ultime, c'était pas forcément de gagner, mais c'était d'apprendre, quoi. Donc, j'étais un peu de cette team. Si tu gagnes pas, c'est pas grave, parce que le but, c'est de toi te découvrir dans ce contexte qui est la télé, qui est assez compliqué aussi. Enfin, quand tu ne connais pas les rouages de tout ça, mais et de compète. Et la compétition, ça peut mettre mal à l'aise, quoi. Ouais. Si on n'intègre pas directement qu'on est tous différents. Et qu'on se compare aux autres, c'est là où pour moi c'est compliqué de vivre l'expérience. Donc il faut y aller sans trop d'attente et juste profiter du présent. Je pense que quand on fait ces émissions et savoir qui on est aussi, c'est important. En fait, c'est se dire au mieux il y aura du plus et au pire un statu quo. C'est ça. Toi, dans ta carrière artistique, Sarah, tu les vis comment justement ces fluctuations en fait qu'il peut y avoir? En fait, j'ai la chance de ne pas être toute seule déjà. Donc, je partage mes doutes avec un coéquipier et on se tire toujours un petit peu vers le haut. Quand il y en a un qui est un petit peu plus down, l'autre va toujours un petit peu remonter. Après, c'est vrai que je trouve que c'est une industrie hyper difficile parce qu'on est souvent confronté à des commentaires très très frontaux, quoi. Et ça, c'est pas évident quand on fait de la musique et quand on écrit un petit peu ce qu'on a sur le cœur, etc. Ça peut vraiment briser l'espoir, en fait. Du coup, à ce moment-là, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment se recentrer sur la musique et créer des nouvelles choses. Et c'est ça qui fait renaître l'espoir, quoi. Et comment ça se passe, du coup, quand on est dans un duo vous, chez Mauvais Oeil, je dis ça comme si c'était une entreprise, c'est absolument terrible. Est-ce que vous êtes plutôt justement du genre il y en a un qui parle à sport, il se fait remonter le moral par l'autre, ou c'est au contraire, ça vous arrive un petit peu parfois de bader ensemble? Jamais en même temps. Et ça, c'est une chance. C'est génial. Ouais, ça, c'est une chance. C'est vraiment génial, ça. Ouais. Mais je pense qu'en fait, on est tellement... on fait attention à l'autre. Et du coup, on ne s'autorise pas à sombrer en même temps que l'autre. Et on a tous les deux cette envie-là. Donc voilà, ça n'arrive pas. Et vraiment, pour ça, je suis très contente de ne pas être toute seule, quoi. On va partir sur quelque chose d'un petit peu négatif, mais je sais qu'on va réussir à remonter ensemble au fil de cette discussion. Quel a été votre plus grand espoir déçu et comment est-ce que vous en avez guéri? Je réfléchis. Le premier qui me vient, c'est celui qu'on a partagé ensemble ah là là. à l'annonce du gouvernement après les élections législatives. Aïe aïe aïe. Mais pour remonter la pente ensemble, il s'est passé tellement de choses en un mois entre les européennes et la fin des législatives. On a tellement créé de connexions qui n'existaient pas. Dans tout ce chaos, recréer de l'espoir, de l'envie de combattre, de s'engager. Il y a plein de primo-activistes qui sont nés cet été. Des gens qui se sont politisés, qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait se battre, qu'il fallait s'engager, etc. On a évité le pire, et puis deux, on a quand même gagné beaucoup de nouveaux amis dans notre engagement, et ça, c'est beau. Mais c'est vrai que le fait d'avoir maillé, d'avoir réussi à faire naître des vocations, d'avoir réussi aussi à créer, tu le disais, des synergies, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés entre des personnes qui faisaient des trucs dans leur coin, et puis même toutes ces personnes qui sont allées tracter pour des choses dans lesquelles elles croyaient, etc. Enfin, c'est formidable. Ouais, ça c'est beau. Et il faut, je pense, le garder comme ça en héritage et se dire... moi, je dis toujours, on n'a pas fait tout ça pour rien. On a gagné beaucoup et on a gagné du pouvoir, en vrai, de la confiance et de l'envie. Et ça, c'est important de se le redire. Et des tours de force qui montrent que parfois l'espoir a toute raison d'être. Exactement. C'était quand même une remontada, mine de rien. Incroyable. C'est tellement dur de répondre à cette question. Il faut un temps de réflexion. D'accord, je te laisse tranquille, Annabelle. C'est pas évident pour moi non plus de répondre à cette question, parce que comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai un rapport très ambivalent à l'espoir. C'est-à-dire que l'espoir, je le projette de façon collective, mais de façon individuelle, ça a jamais été un moteur pour moi. Je fonctionne pas tellement avec l'espoir. La première raison pour laquelle je fonctionne d'ailleurs de moins en moins avec l'espoir, c'est que j'essaye de vivre de plus en plus au présent. Et quand tu vis au présent, tu te concentres sur ce présent, tu essayes de profiter du présent et tu te projettes pas forcément avec des espoirs. Après, si je devais partager un espoir déçu, mais qui est aisément compréhensible, c'est que j'ai divorcé. Donc évidemment, quand je me suis marié, je ne pensais pas divorcer. Et donc, c'est vrai qu'on a
toujours l'espoir quand on rencontre quelqu'un de façon générale, même sans se marier, que ça dure pour la vie, parce qu'on est comme ça, parce que nos cœurs sont faits comme ça, et parce que au moment où la rencontre se fait, on se projette, on voit pas la fin en fait. Et heureusement d'ailleurs, parce que peut-être que ça s'arrêterait encore plus tôt. Bien sûr. Mais effectivement, une séparation ou un divorce, c'est forcément un espoir déçu. Mais moi, je pense que le fait de non pas réussir, mais de ne pas rater sa séparation, de ne pas rater son divorce, c'est quelque chose d'hyper important. Et en l'occurrence, mon ex-femme et moi, on n'a pas raté notre divorce. Donc bon, voilà, c'est certes un espoir déçu par rapport à ce qu'on imaginait au départ, mais au final, c'est pas non plus catastrophique. Mais cette histoire d'amour que l'on croit éternel au moment M, où on le vit, notamment quand il commence, même d'ailleurs quand il se poursuit, c'est aussi dû à notre conception du présent, qui nous semble toujours éternel en fait. Tu parles du temps à un moment de ton livre, alors je sais plus, je crois que c'est vers la fin, vers la deuxième moitié en tout cas. Ouais, je parle beaucoup du temps dans ce que j'écris. Mais il y a quelque chose d'un peu quantique en fait. Tu parles du passé qui est déjà passé, qui n'existe que dans nos têtes, qui est un existant. Je sais pas si tu vois ça comme un existant non manifesté comme tu dis dans le livre, mais c'est quelque chose en tout cas qui existe mais qui n'est plus palpable. Le futur, c'est juste une projection, et il y a ce présent mais qui est extrêmement fugace. Ouais. C'est quoi ton rapport au temps en fait, parce que c'est assez intéressant la façon dont tu le racontes là-dedans. Peut-être que tu peux en parler à l'antenne. Oui, pour essayer de faire simple, parce que c'est quand même un sujet un peu complexe, mais pour essayer de faire simple, on se rend compte déjà quand on étudie le présent qu'on ne vit pas dans le présent. Nous, les êtres humains, alors on vit pas dans le présent. On vit rarement dans le présent, parce que par nos sens et par notre intellect, on ne peut pas vivre dans le présent, puisqu'il y a un temps de perception, il y a un temps d'analyse, qui fait qu'au moment où on se rend compte des choses et on se dit que c'est le présent, c'est pas vraiment le présent, parce que le moment de création de la réalité, il est déjà passé. Donc on est dans un passé très très proche du présent, ça peut être une fraction de seconde, mais qui n'est pas le présent absolu. Et que pour rencontrer ce présent, eh bien on a quand même quelques outils, dont la méditation, qui peut permettre, quand elle est bien faite, alors je suis pas du tout un spécialiste, mais moi je sais que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir le sentiment d'être complètement présent à moi-même, et c'est une sensation de dingue. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que t'es heureux, tu ris et tu sais pas pourquoi. Parce que justement, t'as pas le temps d'analyser le pourquoi. T'es juste dans la sensation. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, essayer de se rapprocher de cette sensation-là, c'est quand même un travail intéressant. Et puis, l'avenir, ce qu'on peut tirer de l'avenir comme expérience enrichissante et réflexion enrichissante, c'est que l'avenir, c'est un champ de possibles. Et en métaphysique, on t'apprend que la réalité, c'est de l'information sous forme de possible associée à de l'énergie. Et donc, si tu considères que l'avenir est un champ de possibles, l'avenir que tu veux, si tu mets de l'énergie dedans par la pensée, cet avenir-là, parmi tous les avenirs possibles, il a plus de chances de se réaliser que les autres avenirs. Et donc, on a une maîtrise de notre vie et de ce qui nous arrive qui est plus importante que ce qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont un peu ballottés et qu'ils choisissent pas vraiment ce qui leur arrive. Mais en vérité, en termes métaphysiques, l'avenir, on le construit par l'action, mais on peut se créer des opportunités par la pensée, qui est un flux d'énergie, et qui, si on le focalise sur un des avenirs possibles, qui est un des possibles qui est l'avenir, va donner à ce possible-là plus de chances de se matérialiser et de se réaliser qu'un autre. Annabelle, par nos pensées, hein. Clairement. Mais c'est marrant que tu en parles là. Donc ça veut dire que tu as passé tu t'es focalisé là sur ça en créant ce projet-là. Mais donc ce fonctionnement, il t'est venu comment en fait, de vouloir découvrir comment ça se passe? Parce que là, de parler du présent, tu parles de la méditation. Et moi, ça me touche beaucoup parce que j'en fais en ce moment. Et c'est vrai que c'est dur de centraliser ses pensées quand on médite. Mais du coup... Est-ce que j'ai perdu le fil? C'est le but de Tunnel, vraiment, de perdre le fil. Non, mais c'est hyper intéressant de se dire, au moment où tu le dis, que voilà, de déchiffrer tout ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, même dans notre éducation, on ne nous en parle pas du tout. Et que ça serait... c'est primordial, en fait, aujourd'hui, dans un monde comme celui-ci, de comprendre comment on fonctionne.
Donc, Tellement. Mais je suis d'accord, je me posais la même question. Qu'est-ce qui t'a poussé, à écrire ça Est-ce qu'il y a eu un moment qui s'est... Il faut acheter Dieu, la source et l'univers philosophal pour le savoir. Non, c'est vraiment ce que tu dis à l'instant, c'est cette volonté de mettre de la connaissance, des mots, des arguments sur des choses qui sont pas vraiment aujourd'hui étudiées. Il y a des ressentis, il y a des gens qui ont des ressentis. Il y a des gens qui font des expériences et qui vivent des choses, mais il n'y a pas de cadre, j'ai envie de dire, intellectuel à ces choses-là. Et moi, ma façon d'arriver, par exemple, moi, je fais assez peu de méditation, mais je vais en faire de plus en plus parce que, comme je crois avoir compris comment ça marche et que j'y vois l'intérêt, je vais y aller. C'est une démarche qui est un peu inverse à celle d'une personne qui va faire de la méditation sans vraiment savoir ce qui se joue, sans pouvoir expliquer ce qui se joue. Et moi, je pense, comme vous le dites, que une fois que cette connaissance, elle sera répandue au plus grand nombre, eh bien, ça va faire que nos priorités vont changer forcément. C'est-à-dire que quand tu sais ces choses-là, ta façon de fonctionner, tes priorités, elles changent. Et si ça change au niveau collectif, alors c'est pas simplement ta vie qui va s'améliorer, c'est notre vie à tous. Et là, ça peut être génial comme résultat. Mais du coup, toi, tu as senti un vrai changement du coup, par rapport à cette manière maintenant de voir les choses ? Oui, j'ai senti... Alors, un vrai changement, non, parce que je pense que de façon naturelle, je fonctionnais déjà comme ça un petit peu. Mais aujourd'hui, je sens que je le maîtrise mieux. Comme je dis, c'est comme une voiture. Tu peux, sans passer le permis, parce que tes parents t'ont montré, etc., tu peux faire avancer une voiture et avoir l'impression de conduire. Et souvent, les gens, ils ont l'impression de savoir vivre. Mais en vrai, le potentiel de la vie, il est énorme. Ouais, c'est clair. Et quand on ne sait pas comment ça marche, quand on n'a pas passé le permis de conduire de la vie, eh bien, on vit de façon moins efficace, moins performante, moins sécure que quand on sait ça. Et je vous demandais justement si vous aviez déjà eu des espoirs déçus, mais j'aimerais parler avec vous de quelque chose alors qui est assez personnel. Donc à nouveau, comme dans Tunnel, je rappelle le principe de l'émission pour les personnes aussi qui la découvriraient en l'écoutant ce soir. Je pose des questions, mais tout le monde n'est pas obligé d'y répondre. C'est suivant la pertinence de vos réponses, c'est suivant aussi l'aise que vous avez à parler de ces sujets. Mais j'aimerais discuter avec vous rapidement du rôle de la spiritualité dans l'espoir. Est-ce que vous êtes des personnes spirituelles ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous porte en tout cas vers cet espoir et cette foi en la vie ? Ah bah clairement. Moi je suis clairement portée par tout ça. C'est sûr, c'est primordial, je pense. Bien sûr que c'est ce qui nous sauve aussi. Est-ce que prier, c'est comme espérer ? Est-ce qu'espérer, c'est comme prier ? Bah, clairement. L'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je pense que c'est important Enfin, je sais pas, ça ouvre le champ des possibles. Il y a plein de trucs où... Ouais. Je cherche mes mots en même temps, mais... Je pense que ça recentralise et ça, en même temps, ça ouvre plein de portes. Je sais pas comment expliquer, mais... C'est se sentir soutenu, peut-être aussi. Totalement, ouais. Mais par soi-même aussi. Enfin, c'est... Mais en fait, prier, c'est une forme de méditation. Oui, c'est ça, ouais, totalement. Quand tu fais une prière, tu te reconnectes avec ce dont tu as besoin, ce que tu veux. Avec l'essentiel, en vrai. Et c'est fondamental dans le fait de continuer d'avancer. C'est un moment que tu as avec toi-même. Ça nourrit l'espoir et puis ça nourrit... Pour moi, la spiritualité, c'est plus aussi un truc de justice. Ça t'aide à revenir dans le présent. Ah ouais. Parce que tu te dis que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, il y aura une justice à un moment donné, il y aura des gens qui vont être récompensés, des gens qui vont pas être récompensés, et que ça sert à rien de se bagarrer comme ça avec ton destin tout le temps. Il faut apprendre à lâcher prise les choses. Aussi. Ouais, voilà, ça. Et ça m'aide personnellement à revenir dans le présent. Oui, ça lui donne de la valeur aussi au présent. Quoi. Aussi, ouais. Moi, je sais qu'on m'a beaucoup rabâché, étant petite, que la vie pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Donc, quand j'étais petite, je l'ai pris vraiment de manière hyper littérale. Du coup, je pensais vraiment que demain, j'allais peut-être mourir. Et c'est vraiment quelque chose qui je trouve, quand on le prend de la bonne manière, peut vraiment nous mener à faire des choses incroyables, quoi. À aller un peu plus loin que ce qu'on aurait cru au départ. Et en ça, je trouve ça intéressant, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant aussi ce rapport du coup à la mort et à la brutalité en fait de la vie même par essence, même si ce n'est pas la seule façon d'exister. Mais dans quelle mesure est-ce que ça donne de l'espoir de savoir que tu peux mourir ? Est-ce que c'est parce que tu te dis de toute façon
foutu pour foutu, je peux tout essayer. C'est un petit peu ça. Il y a une urgence. Il y a une urgence et il y a aussi, quand on est confronté à la mort très tôt, qui n'est pas notre mort, mais la mort d'autres personnes, on se dit, en fait, il faut vivre pour les gens qui sont plus là aussi. Donc quelque part, on peut pas gâcher ce temps qui nous file entre les doigts. Il faut vraiment en faire le maximum, quoi. C'est tout. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, évidemment. Moi, j'enfonce la seule chose que je peux dire par rapport à ma démarche, qui est une démarche intellectuelle, qui n'est pas une démarche de croyance. C'est pour ça que j'aime bien le terme de spiritualité par rapport au terme croyance. Parce que la spiritualité, ça peut aussi être une forme de connaissance. Et moi, c'est ce vers quoi je vais. J'ai longtemps été dans la croyance, parce que mes parents, dans leur éducation, j'ai eu une éducation religieuse. Et donc, j'ai adopté des choses sans trop les challenger, sans trop essayer de les remettre en cause, parce que c'est des personnes de confiance et d'amour qui me les transmettaient, donc je les ai acceptés comme ça. Mais c'est aussi l'un des privilèges de l'âge, je pense, et aussi un héritage de cette école cartésienne dont on est tous issus et qui nous apprend à raisonner et qui nous apprend à essayer de comprendre, et je pense que si on a été doté d'une logique, c'est pour l'utiliser et essayer de comprendre les choses. Eh bien aujourd'hui, c'est vrai que ma spiritualité, elle est plus de l'ordre de la connaissance que de l'ordre de la simple croyance. Et l'avantage que ça a, la connaissance, c'est que on doute moins du coup. Même si la connaissance peut être mise en cause, évidemment, ça c'est la base. Mais on a quand même un degré de confiance dans la connaissance qui est plus élevé que dans la croyance dont on peut douter à un moment ou à un autre. Mais t'as pas l'impression que le fait d'accumuler des connaissances, ça fait de plus en plus remettre en question celles qu'on a? Il y a un paradoxe, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou là-dessus, qui parle justement des gens qui sont archi cons et qui font que l'ouvrir sur les réseaux sociaux, parfois sur les plateaux télé, là où on leur tend des micros. Malheureusement, on ne va pas citer les chaînes, mais vous les avez tous en tête. Et c'est en gros un paradoxe selon lequel moins t'en sais, moins tu doutes. Tu vois ? Ouais. Mais la connaissance, elle est dangereuse quand elle est dogmatique et quand elle est associée avec de la certitude. Et au contraire, la connaissance, quand on sait que c'est quelque chose qui peut être remis en cause, qui peut être discuté, qui va changer un jour, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, ce sera autre chose, et qu'il faut le savoir. Je pense qu'il faut le voir comme ça, comme un processus. La connaissance, c'est un processus, c'est pas quelque chose de figé. Et pour revenir justement, pour articuler ça avec donc ces connaissances, cette raison, etc., et pour revenir à la foi, est-ce que la foi peut permettre d'espérer des choses qui déjouent la raison? Je pense notamment, par exemple, aux personnes qui peuvent avoir des maladies incurables et qui vont se retrouver à aller à Lourdes ou à demander à l'entourage de faire des prières pour déjouer ça. Moi, j'ai déjà eu des cas autour de moi où le fait d'avoir cultivé ça et d'avoir eu des pensées assez positives, d'être très spirituel, je pense que ça a changé beaucoup de choses, ne serait-ce que soigner des cancers ou autres. Je te parle de ce que je connais. Bien sûr que ça pousse... Et tu penses que c'est parce que du coup toutes ces maladies physiques ont un aspect profondément psychosomatique et que du coup la prière, la foi, la méditation, en tout cas le fait d'avoir des pensées positives à ce sujet, ça vient influer justement ce côté psychosomatique? Totalement. Les pensées, ça a une puissance qu'on n'imagine pas en fait. Complètement d'accord. Oui, tu en parlais tout à l'heure. Inès, toi qui justement cherche à mobiliser en fait les jeunes des banlieues et à leur dire tout est possible, tu crois à ce pouvoir constructeur de la pensée? Bien sûr, évidemment. Alors moi, je leur dis pas tout est possible. Je leur dis d'avoir envie. Et je leur dis que il y a beaucoup de choses qui sont possibles et aussi c'est ça ce qui est intéressant aussi avec l'espoir, etc., c'est que moi, je vois pas beaucoup d'intérêt à ce que tous les jeunes de quartier populaire aient l'espoir d'un jour devenir Kylian Mbappé. Par contre, j'ai envie qu'ils aient envie de vivre de leur passion, par exemple. Et là, on peut travailler sur quelque chose, etc. Donc, c'est pour ça que l'espoir, c'est une notion un peu difficile à articuler. C'est très... ça peut être un moteur, comme ça peut être aussi quelque chose qui t'enferme dans l'attente de quelque chose et qui t'empêche de
réfléchir rationnellement, qui t'empêche d'avoir une stratégie, qui t'empêche de... avec le problème aussi du biais du survivant. On parle des footballeurs, on peut parler aussi des rappeurs. Tu as toujours l'exemple du type qui, en fait, tout est... Mais même, d'ailleurs, les gens de la Startup Nation, justement, prennent souvent en exemple des multimilliardaires qui, en fait, de base, n'avaient pas fait d'études ou de base avaient fait ci, avaient fait ça, étaient partis de rien. Mais en fait, on va toujours te montrer le gars qui a réussi au milieu c'est une anomalie, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, et puis on part pas de rien et on devient milliardaire, ça n'existe pas. Peut-être millionnaire, mais tout à fait. Je vous invite à regarder le capital économique des grands patrons aujourd'hui. Je me suis fait tout seul, ça n'existe pas. Donc il y a ça aussi, il y a cette histoire de pragmatisme, cette histoire de je prends un rêve, je le transforme en un projet, je développe une stratégie. Et là, j'ai un peu une chance d'être heureux, mais juste l'espoir, tout ça, le rêve tout seul, pour moi, c'est plus une prison parfois qu'autre chose, quoi. Ouais, il faut pas laisser les gens passer à côté des choses. Ce soir, je suis avec Annabelle, avec Sarah de Mauvais Oeil, avec Inès Sediki, avec Harry Roselmack qui semble être parti en promenade dans la maison de la radio. Mais enfin, on va discuter un petit peu sans lui. Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir en l'être humain, selon vous ? Ah, moi, j'en ai énormément. D'ailleurs, c'est là que je vais souvent puiser l'espoir, c'est en les autres, en les regardant faire, en m'inspirant. Enfin, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sans les autres, y a pas grand-chose, quoi. Harry, est-ce que tu penses qu'il faut avoir de l'espoir en l'être humain ? Oui, je pense qu'il faut avoir de l'espoir en l'être humain. Parce que pense que la finalité, que notre raison d'être, qui est une raison d'être collective, qui est une raison qui lie l'ensemble de l'humanité. J'ai pas une raison d'être qui est différente de la tienne ou de la tienne. Notre raison d'être, c'est de participer à un processus guidé par l'harmonie et qui a pour objectif d'expérimenter ce sentiment d'amour qui pour moi est la raison d'être de l'univers. Et quand dit comme ça peut paraître un peu fou, mais en vrai, l'amour, c'est le seul sentiment, en fait, qui ne s'interroge pas. Si tu as en face de toi quelqu'un qui est triste, tu vas lui demander pourquoi il est triste. Si tu as quelqu'un qui est joyeux, tu vas lui demander pourquoi il est joyeux. Si tu as quelqu'un, si tu as quelqu'un qui est amoureux, tu vas peut-être lui demander de qui il est amoureux, mais tu vas jamais demander à quelqu'un pourquoi il est amoureux, parce que de façon naturelle, c'est le seul sentiment qui est transcendant, que tout le monde connaît, que tout le monde ressent, et quelque part, je pense qu'on est fait pour ça. Et donc, quand on est fait pour l'amour, je pense qu'on peut pas être pessimiste sur la fin de l'aventure. Vous partagez cette vision de l'amour ? Totalement. Je le vois différemment à mon âge. Là, on parlait de l'âge tout à l'heure. Ma perception, elle change aussi. J'apprends peut-être à donner moins d'espoir à des choses par rapport à des expériences. Je pense que, bien sûr, parfois je me limite parce que c'est la peur aussi parfois de souffrir. Mais ma première envie, c'est de donner de l'espoir tout le temps, en fait. Mais je reste sur mes gardes parfois. Ça arrive, malheureusement. Je pense qu'il faut réhabiliter l'utopie. Moi, j'en ai marre qu'on qualifie les utopistes de gens naïfs et de façon péjorative. Sans utopie, on n'évoluerait pas, en fait, finalement, vers le mieux. C'est l'utopie qui a fait certaines grandes réalisations de l'humanité et qui fait qu'on avance, quoi. Et même parfois, on l'entend sur des personnes susceptibles de s'engager en politique. On dit « Ah oui, mais un tel, il est trop gentil. En fait, il faut pas parce que c'est pas fait pour les gens gentils. » Mais c'est dommage quand même. Je ne parlais pas dans le micro. C'est dommage quand même, je trouve, de limiter ça, justement. Et quand on dit le monde politique est méchant, c'est comme quand on dit les réseaux sociaux, c'est méchant. Mais c'est pas les réseaux sociaux qui sont méchants, c'est les gens qui sont dessus. Et le monde politique, pareil. Pourquoi on ne forge pas quelque chose... où ce soit la bonté peut-être qui soit maîtresse. C'est assez dommage, je trouve, sur nos sociétés. Mais ça fait partie des choses qui doivent effectivement changer, et ce à quoi appelle cette philosophie du tout et de l'existence. Elle appelle à réhabiliter l'utopie, la bonté, l'harmonie, l'intérêt général. L'intérêt général, mais avec un G majuscule. C'est ça, c'est-à-dire l'intérêt du plus grand ensemble possible. C'est aussi pour ça qu'à mon avis... les gentils ne peuvent pas créer leur place dans un milieu politique, parce que faut porter ses propos. Il y en a qui n'ont pas forcément les bonnes choses à dire, et puis c'est une grande bagarre, quoi. Donc un gentil qui se retrouve au milieu de tout ça, c'est souvent compliqué, j'ai l'impression.
Mais là, on parle justement, oui, des gentilles qu'on critique un petit peu. Vous avez déjà eu honte, vous, d'espérer trop pour quelque chose où vous n'osiez pas le dire à votre entourage, etc. Ça, c'est le mauvais œil, ça. C'est oui, ça, c'est vrai que... c'est ce qu'on nous apprend quand attends une réponse, quand tu es sur un projet, il faut pas le dire. Ouais. Faut pas le dire. Pourquoi il faut pas le dire pour éviter l'œil? Faut pas le dire pour éviter l'œil, parce que ceux qui veulent ce que tu veux vont te jeter un sort. Ouais, c'est les énergies des autres, en fait. C'est les leur énergies envie des autres. Mais c'est vrai, il y a un truc qu'on a un peu, je crois que c'est toi qui me disais, Annabelle, sur... des fois, l'espoir, ça fait peur, en fait, aussi. Bien sûr. Plus on espère, plus la chute, quand on n'a pas ce qu'on veut, elle est violente. Elle est violente, oui. Et on parlait d'amour tout à l'heure. Et après une rupture amoureuse, par exemple, on va avoir du mal à réespérer. Bon, en tout cas, on espère autrement. D'amour aussi forte, etc. Et alors, du coup, tu as le truc de ta détermination, là, où tu te dis, ça va pas marcher, il faut que je me prépare à ce que ça marche pas. Il va partir. Et au final, tu fais en sorte que cette personne parte. Ou tu fais en sorte de créer la situation d'échec, en fait. Parce que tu as tellement peur que ça marche pas, que tu n'essayes même pas. Parce que si tu n'essayes pas, au moins, tu n'auras pas mal. Ouais. Et en fait, c'est inconscient. C'est une bagarre entre l'inconscient et l'inconscient. Et tu peux le faire en amour et tu peux le faire dans ta vie professionnelle. Tu as tellement peur de ne pas réussir à faire ce film, à écrire ce bouquin, à faire ce docu, à faire ce machin, que inconsciemment, tu fais tout pour ne même pas essayer. Ouais, tu vois le mot que tu utilises vachement depuis quelques dizaines de secondes, c'est le mot peur. C'est pas le mot espoir. Le problème, c'est pas tellement l'espoir, c'est la peur qui est le problème. L'espoir inclut un petit peu la peur. Mais ce qu'il faut combattre, c'est la peur, pas l'espoir. C'est une fois que tu es échaudé, en fait. Mon amie Amal Taher, qui est une autrice spécialisée dans l'amour, donc qui vraiment écrit des livres, qui coach des gens à ce sujet et tout, me dit toujours que la relation la plus compliquée à mener, c'est la relation d'amour saine, après des relations toxiques, après des relations compliquées, après des blessures, parce que, en fait, tu es dans une configuration que tu ne connais pas, et en plus, tu as tellement peur que tu ne sais pas, en fait, t'abandonner dans quelque chose qui finalement te ferait du bien, parce que justement, il n'y a plus d'espoir et qu'il faut vraiment du temps pour que ça renaisse. Ouais, faut mettre de l'espoir dans soi déjà avant, de toute façon, pour recréer une situation, je pense, amoureuse saine. Ça vient de nous et c'est le plus dur à accepter parce que ce temps-là, tu le passes seul et parfois, c'est pour les gens, c'est pas facile de se retrouver avec soi-même. C'est les vérités qui sont la solitude, difficiles. C'est difficile. Et c'est ça, nos peurs, nos combats, c'est nos peurs. Ouais. Ça nous empêche d'espérer. Mais d'ailleurs, mini digression, mais vous parliez tantôt de justement cette transition de la trentaine. Est-ce que quand on passe 30 ans... c'est de la vieille histoire pour moi, je vous laisse en parler. Hein. Non, mais est-ce qu'on appréhende mieux justement la solitude une fois la vingtaine passée? Comment? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez l'impression de mieux appréhender la solitude et de plus l'apprécier? Ouais, franchement, un peu mieux. Moi, je sais que j'aime bien être entourée très souvent. Mais c'est vrai que j'accepte qui je suis. Donc en vrai, les moments seuls, ça va aujourd'hui. Mais j'ai un passé de dépendante affective, ouais, clairement. Moi, je crois que c'est un peu l'inverse. En fait, je crois que je suis quelqu'un de très solitaire et qu'avant, j'avais un peu peur d'assumer ça. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à être toute seule, quoi. Inès, pareil. Moi, j'adore être toute seule. J'adore être avec moi-même. Ça y est, c'est de toute façon ça se voit pas parce que je suis sociable, mais je suis introvertie. Et du coup, moi, mon énergie, je la trouve quand je suis au calme chez moi, dans mes pensées, en train de lire un bouquin ou écrire un truc, écrire des chansons que je ne chanterai jamais. D'ailleurs, je vais te les envoyer à Annabelle, comme ça peut-être pas. N'hésite pas. Allez, fais un petit PVO là. Ah non, si je fais pas un feat avec Harry, je ne chante pas ça. Ce serait fou. Et c'est déjà presque la fin de ce tunnel, mais c'est toujours triste à quel point ça va vite. Je pense qu'on va demander à Radio France d'avoir bientôt un format de 3 heures, même si, à mon avis, peu d'attachés de presse accepteront. Mais vous verrez, ça se passera très bien, comme dirait l'autre. Ce soir, pour parler d'espoir, avec moi, mes invités, Annabelle, Sarah du groupe Mauvais Oeil, Harry Roselmack et Inès Sediki. Et j'aimerais vous poser cette question, même si on avait dit on n'en parle pas ce soir. Il est 20h43, bientôt 44, donc ça limite quand même la possibilité de dire des conneries. Où trouver de l'espoir
politique? Est-ce qu'on peut en trouver d'ailleurs? Je suis en train de boire mon thé en espérant que quelqu'un réponde avant moi. En nous en vrai. Et si quelqu'un disait tout à l'heure, bien sûr, ouais. La politique, je sais plus c'était quoi l'expression. La politique, c'est pas dégoûtant, c'est les gens dégoûtants qui vont en politique et il faut aller porter de nouvelles voix, de nouvelles idées, etc. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée cet été, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont dit, en fait, les gens qui sont dans des partis ou qui écrivent des bouquins ou qui vont sur les plateaux télé, c'est pas des gens plus intelligents ou plus forts ou parfois plus moins, légitimes que moi. Et moi aussi, je peux aussi me saisir de ces sujets-là. Donc, je pense que l'espoir, c'est nous. Et c'est cette petite brèche qui s'est ouverte, qui nous a montré qu'on peut passer de 3e place à 2e, à première, pardon, même si ça nous a pas emmené très très loin. Qu'il faut tirer ce fil-là, il faut continuer de se dire que c'est nous, en fait. Et dans la jeunesse avec laquelle tu travailles, tu as l'impression qu'il y a de plus en plus d'espoir par rapport à l'espoir qui pouvait être celui chez justement les darons et daronnes que tu as interviewés à travers la série? C'est pas qu'il y a plus d'espoir, je pense, c'est qu'il y a plus de sentiment de pouvoir d'agir. Ouais. Parce qu'il y a eu des générations entre nos parents et puis les 2000 là, et les plus jeunes qui sont en train de rentrer dans leur vie d'adulte. Ils ont plus de modèles, plus de voix, plus de compréhension de comment la société fonctionne, plus de gens qui ont défriché des parcours avant eux. Et ça leur donne le sentiment d'avoir un petit peu plus de pouvoir, je pense, même s'il faut continuer. Moi, pendant les législatives, tous les dimanches, on faisait des soirées électorales et il y avait des petits qui me disaient, moi, j'arrive pas à comprendre c'est quoi la différence entre la gauche et la droite. J'ai pas de culture politique, etc. Tu disais quoi? Je disais, mais moi aussi, mon grand. Moi aussi, mon grand. Parfois, je ne suis pas sûre si je parle à un homme de droite ou un homme de gauche, mais en fait, il faut continuer de donner des outils, continuer de répondre aux questions, continuer de créer des espaces comme celui-là où des gens qui ne sont pas censés parler de politique parlent de politique parce que c'est juste un moyen comme un autre d'agir sur notre société et d'essayer d'avoir un petit peu de pouvoir sur les vies qu'on mène, quoi. Moi, je pense qu'il faut laisser les artistes faire de la politique. C'est ça. En vrai, ouais. Presque. Non, mais en vérité, même s'ils n'ont pas cette envie, forcément. Mais pour moi, c'est le cadre dont s'inspire la politique qu'il est important de faire bouger. La politique, pour moi, c'est des modalités d'exécution d'un cadre plus large. Et c'est ce cadre plus large que moi, j'essaye de redéfinir. Et si on trouve le bon cadre... Là, on peut avoir de l'espoir que la politique améliore la vie des gens. Mais personne n'est pas légitime, mais c'est comme personne n'est illégitime à lire de la philo, ça tu l'expliques aussi dès le début du livre. En fait, il y a un truc, on a vachement dans nos sociétés inscrit, on a fait une émission il y a quelques semaines sur la culture. On a inscrit ce que devait être la culture, qui peut l'acquérir, comment on a fait des cadres hyper figés, mais en fait, rien n'est, justement, comme dans les Sims, rien n'est à cœur vaillant, rien n'est impossible. Comment est-ce qu'on garde l'espoir face aux crises? Actuellement, on a la crise climatique, on a la crise diplomatique, pour le dire très poliment, on a quand même des pays qui se font bombarder sans aucun frein, finalement, international. On a une crise économique. Comment est-ce qu'on garde l'espoir face à tout ça? C'est difficile quand même. Hein. Moi, je trouve que ça m'impacte au quotidien. Après, c'est parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Mais il faut qu'on se batte, en fait. On n'a pas le choix. On a la possibilité de véhiculer des bons messages et guider les gens comme il faut et s'entraider, en fait. On n'a pas le choix. Toi, en tant qu'artiste, du coup, tu as une plateforme qui, évidemment, te sert à exposer ton travail. Est-ce que tu t'en sers aussi pour porter des messages engagés au-delà des chansons, je veux dire? Bien sûr, parce que je me sens concernée. Bien sûr, c'est mon pays. Mais il y a des artistes, tu sais, je pense qu'on a tous en tête qui choisissent justement de dire, ben voilà, il se passe telle chose, mais en fait, moi, c'est pas mon métier. Oui, je vais pas en parler, je vais perdre des contrats. Ce n'est pas mon métier, mais aujourd'hui, je pense qu'on se doit de... C'est pas un métier d'être humain. Oui, c'est clair, c'est clair. On est tous humains, quoi. Et puis on fait je pense que justement, société, quoi. Donc on doit, excuse-moi. Non, t'inquiète. Donc on doit forcément témoigner de ça d'une manière ou d'une autre. En fait, on n'est pas obligé d'être littéral, on peut être poétique et parler de ça. Moi, j'ai l'impression qu'avec notre projet, quoi qu'il arrive, on sera toujours un petit peu quelque chose de politique parce que
on a décidé de mélanger deux cultures, de faire cohabiter ça et d'appeler ça de la chanson française. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, beaucoup de gens ont du mal à intégrer, que c'est ça la culture française. Et ça, c'est quelque chose que nous, on essaie de porter, par exemple, et de manière très humble, évidemment. Mais voilà, ce sera ça notre petite touche politique. Mais ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi dans cette émission quand je discute avec des artistes musicaux, qu'en fait, dès qu'ils sont noirs ou maghrébins, leur musique, quelle qu'elle soit, se retrouve classifiée soit dans musique urbaine, soit dans musique du monde. Alors qu'en fait, non, je fais du rock, non. Enfin, je me rappelle de Youvdi qui me disait, mais en fait, moi, je fais du rock. On dit toujours que je fais du rap, je fais du rock. Enfin, c'est ça. Et nous, du coup, on a du mal à nous classer quelque part. Et moi, j'ai envie de dire, c'est de la chanson française, quoi. C'est tout. C'est de la nouvelle pop, ce que tu veux, mais c'est quelque chose de français. Faut toujours justifier, j'ai l'impression. Ouais. C'est ça qui est compliqué dans notre milieu, en tout cas. Ouais. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas de Mauvais Oeil, du coup, bon, il va y avoir un live d'ici quelques minutes, mais cette chanson française, en fait, elle est irriguée par quelle culture ? Personnellement, moi, mes origines sont algériennes. Alex, lui, il a des origines qu'il ne connaissait pas, qu'il a vraiment appris à connaître à travers notre musique, qui sont roumaines. Et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'elles avaient énormément de points communs. Et nous, notre démarche, vraiment, c'est de mettre en lumière ce qu'on a de commun les uns les autres. Et pas ce qui nous sépare, parce qu'en fait, ça, je crois qu'on le fait assez à notre place. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc garder l'espoir par une forme d'engagement, même par des petits actes finalement qui sont pas toujours... Et parfois c'est ça aussi, c'est que juste exister et paraître tel qu'on est, tel qu'on a décidé d'être, c'est déjà extrêmement politique. Est-ce que vous pensez aussi que l'indignation, la colère, Harry, ça t'en parle... je me le suis pas noté, mais tu expliques en fait t'expliques en avant-propos qu'en fait ton livre, l'idée t'est venue en allant sur l'île de Gorée et cette terre qui a été irriguée de sang, irriguée de larmes, irriguée de sueur, si je ne me trompe pas et que je cite bien, a dû aussi être abreuvée par la colère qui a créé en fait une forme d'émulation. Est-ce que tu penses que cette indignation peut être à nouveau un élément rassembleur entre les êtres humains et donc un moteur d'espoir? Concernant Gorée, c'est vrai que j'ai été très surpris, moi, du calme qui régnait là-bas. J'appréhendais un peu de m'y rendre compte tenu de ce que je suis et de mon histoire, de l'histoire de mes ancêtres, etc. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai eu l'impression que cette île avait le pouvoir, justement, d'absorber la colère et d'absorber la douleur, comme elle l'avait peut-être un peu fait par le passé. Maintenant, pour répondre à la question qui était... Est-ce que tu penses que l'indignation peut être quelque chose de rassembleur et donc moteur? C'est quelque chose de naturel, la colère et l'indignation. Et donc, évidemment, ces moteurs, il faut juste faire attention de ne pas se laisser embarquer par ça. Mais oui, évidemment. J'ai une autre actualité dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est un film documentaire pour lequel je pars samedi en Guadeloupe et la semaine suivante à New York, dans lequel on parle des violences policières en Guadeloupe. Il y a eu, entre guillemets, depuis les années 84, entre guillemets, affaire George Floyd en Guadeloupe, sans sanction judiciaire, sans sanction disciplinaire, et dans un relatif mutisme médiatique. Eh bien, ces affaires-là, à un moment, si tu ne t'indignes pas, tu les traites pas. Tu dis, bon, c'est passé, tu laisses tomber. Non, forcément que ça crée de l'indignation et forcément que cette indignation, elle est motrice. Après, je pense qu'il faut pas tomber dans la colère, parce que la colère, moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Ça n'apporte jamais de négatif. Donc, il faut s'indigner, il faut porter les choses, il faut porter des choses dont on pense qu'elles doivent être mises sur la place publique et défendues. Après, la colère, pour moi, c'est pas un très bon moteur. Ouais, tu trouves ? Moi, je trouve que c'est un excellent moteur quand tu la canalises bien dans un projet, dans une vision, dans quelque chose. Quand tu ne l'exprimes pas, donc. Est-ce que c'est vraiment de la colère la colère, c'est pas forcément de la violence. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux avoir une colère, très forte et justement choisir. C'est ce que j'appelle l'indignation, mais t'as raison. Oui, dans la violence et tu la mets dans
même dans de l'art, tu vois, la chanson que tu nous as chantée tout à l'heure, Annabelle, ouais, c'est beaucoup bien sûr, de colère, c'était beaucoup de colère, la situation que mon ami a pu vivre et beaucoup d'injustice. Donc, bien sûr que l'injustice amène à la colère et en interprétation. Ouais, j'essaie, en tout cas, de l'interpréter comme je peux. Ouais. Et je dis ça, c'est pas juste pour te porter la contradiction, Harry. Mais tu as raison. Mais c'est parce que, en fait, au quotidien, les jeunes avec lesquels je travaille sont très en colère de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient, de l'incompréhension par rapport à ce qui se passe dans le monde, à Gaza, au Liban, etc., le traitement médiatique de certaines choses. Et c'est pas possible de dire à des jeunes, il faut pas être en colère. Parce que c'est quasiment... Non, faut pas se laisser embarquer par la colère. Mais il faut la reconnaître, la canaliser et en faire quelque chose, un engagement, un projet de vie. Voilà, et elle finit par devenir quelque chose de beau quand on sait faire ça. Sinon, oui, c'est un poison. La colère, la haine, tout ça. Mais ouais. Octave Feuillet. Alors, j'ai juste noté Octave Feuillet, donc je ne sais pas qui c'est. Mais cette personne nous a dit l'espoir est que... Ouais, en fait, c'est horrible parce que je fais que donner les coulisses à l'antenne alors que, en fait, tous les présentateurs, peut-être Carrie pourra en dire quelque chose, sont comme ça. Il y a des trucs parfois, mais je suis pas censée le dire. Je suis un peu sans fil comme sur Instagram. L'espoir est comme le ciel des nuits. Il n'est pas coin si sombre où l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans l'histoire, l'être humain, même dans les pires situation et pu garder espoir? Je pense notamment à cette chanson à laquelle je pense peut-être tous les jours. Je crois que c'est mon empire romain, comme disent les jeunes. Cette chanson, le chant des partisans, l'hymne en fait de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, que l'extrême droite a assez souvent de s'attribuer, ce qui est une honte absolue, mais ils n'en sont pas à ça près. Une des lignes de cette chanson dit « Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute ». C'est absolument magnifique, je crois qu'il n'y a pas plus à expliquer. Mais comment vous voulez expliquer que les gens gardent espoir, particulièrement quand il n'y a plus d'espoir? Parce qu'ils ont que ça. Ouais, parce qu'ils restent. C'est exactement ce que j'allais dire. Que ça. Comment on fait du coup Et moi, je veux me répéter, l'amour. Ouais, c'est j'étais en train de penser à Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Il ne reste que l'essentiel, en fait. Les autres, les connexions qu'on peut avoir les uns avec les autres, l'amour, voilà, la solidarité. On est obligé de se rattacher à un truc positif. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour. Tu sais, les Antillais, moi je suis Antillais, les Antillais qu'on est aujourd'hui, on est des héritiers de personnes qui ont été déportées, qui ont été traitées comme des bêtes, qui ont été déconsidérées de la façon la plus évidente possible. Eh bien, ces gens-là, qui étaient des esclaves dans les plantations, ils ont quand même créé des foyers, ils ont fait des enfants, ils ont aimé leurs enfants, et donc même au pire des traitements qu'on a pu leur infliger, il y avait de l'amour qui s'exprimait, et je pense que ça, effectivement, c'était une source d'espoir. Ouais. En parlant, on en a cité beaucoup, en parlant d'œuvres artistiques, de musique, de tout ça, on va écouter un petit live, je crois, ce soir. Un live de Sarah et de ton compère Alexis, un live de votre groupe Mauvais Oeil, votre nouveau titre sorti en septembre, Malena, ce soir sur Move. Quelque chose dans son miroir ne reflète pas ce qu'elle voudrait voir, mais personne ne reste de glace face à celle que tout le monde regarde. Comme un pinceau qui fait naître un monde nouveau, ses cheveux se balancent le long de son dos, la caresse à en faire frissonner sa peau. Malena, il y a celle qui tuerait pour être elle, et ce prisonnier de ce désir charnel, mais elle reste seule avec elle. Malena, 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 contigo, si tu tombes, je tombe avec toi, et personne n'osera toucher à Malena, 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 contigo, si tu tombes, je tombe avec toi, et personne n'osera toucher à Malena.
jusqu'à ce qu'elle soit nue. Malena ne les voit même plus. Toutes les larmes qui coulent le long de ses jours n'ont jamais vraiment eu de goût. A-t-elle seulement de quoi pleurer après tout? Malena, Malena, Adama Kuntiam Heya. Si tu tombes, je tombe avec toi et personne n'osera toucher à Malena, Malena, Adama Kuntiam Heya. Si tu tombes, je tombe avec toi et personne n'osera toucher à Malena. C'était Mauvais Oeil sur Move. Tunnel, le bruit et l'humeur. Avec Anna Toumazov. Et c'est déjà l'heure de se dire au revoir après cette belle et longue, mais c'est jamais assez long évidemment, cette discussion Tunnel. Cette longue émission sur l'espoir. Ça va être l'heure de la conclusion et des au revoir. Sarah, tout d'abord, Sarah qu'on vient d'entendre, Sarah de Mauvais Oeil. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, dans les bacs, sur scène, dis-nous tout. Sur scène, on sera le 16 à Vannes. Voilà, vous pouvez nous voir, mais on ne sera pas à Paris tout de suite. Ok, et sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous suivre? C'est Mauvais Oeil Musique, partout, sur Instagram et TikTok. Voilà. Merci beaucoup Sarah pour ta venue ce soir. Annabelle, où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène, dans les bacs, sur les réseaux? Alors sur scène, en ce moment, je suis en première partie du Cupidon Tour de Slimane. Ok. Donc ouais, je fais pas mal de dates et c'est très très cool. Donc je suis un peu partout en France du coup. Tu vis dans un tourbus? C'est ça. Et je sors un EP du coup qui s'appelle Tout passe le 8 novembre. Et sur les réseaux, c'est Annabelle Musique. Merci beaucoup Annabelle. Merci à vous de m'avoir invitée. Harry, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver le dimanche soir sur TF1 dans 7 à 8. On peut me retrouver aussi dans toutes les bonnes librairies avec ce livre Dieu, la source et l'univers philosophal. Et puis j'espère qu'on pourra voir ce film documentaire dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle L'État républinial, une contraction de républicain et de colonial. Voilà, je sais pas où encore parce que on a fait ce film, on l'a financé et puis maintenant on cherche un diffuseur et puis on fait les festivals. Donc voilà, on verra bien. Eh bien, à bon entendeur. Merci Exactement. Harry pour ta venue. Merci à vous. Et enfin, Inès. Inès, c'est dit qui? Nous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. L'association Get Up, ça s'écrit G-H-E-2-T-U-P, tout collé, juste Get Up. On est partout, TikTok, Insta, Twitter, voilà. Et on vous invite aussi tous le 15 octobre prochain à la Gaîté Lyrique pour la sortie de notre rapport Injustice climatique. C'est la voix de 1000 jeunes à travers les quartiers populaires de France, mais aussi des Outre-mer sur les questions d'écologie, pour parler au mouvement climat et leur expliquer ce que ça veut dire aussi l'écologie quand on est un jeune de quartier populaire et ce dont ils ont besoin. Donc voilà, on se retrouve le 15 octobre prochain avec Gaîté Lyrique. Avec plaisir. Merci beaucoup Inès pour ta venue. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si vous nous entendez en direct ou si vous nous entendez dans le futur en replay. En tout cas, je vous le rappelle, Tunnel, c'est tous les jeudis soirs sur Move de 19h à 21h en direct, mais aussi en replay le dimanche soir de 23h à 1h du matin et évidemment sur l'application et le site Radio France, sur toutes vos bonnes plateformes de streaming et enfin sur YouTube. C'est tout pour moi. Passez une bonne semaine. Je vous dis à jeudi prochain, 19h. C'est tout musique après moi. Salut.